Édition. Ouvrir l'application de c'est quand même mieux. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je suis en train d'essayer de faire entrer quelqu'un dans la salle de la salle d'attente et ça ne passe pas. Mystère. Bon, je vous propose de commencer. Déjà 14h06 et nous avons énormément de choses à voir. J'espère que vous m'entendez tous bien. Et nous allons y aller. Donc, bienvenue pour ce webinaire organisé autour de la vague 2 du couloir hôpital et donc en particulier les fonctionnalités dossier patient et plateforme d'intermédiation autour de la thématique de consultation du dossier médical de mon espace santé. Pour ce webinaire, nous avons invité donc de l'assurance maladie Anne-Laura, ici présente, Laurent Fenwick, pour la DNS peut-être Clara Morlière de la Task Force Hôpital pourra nous rejoindre, mais pour l'instant elle été retenue sur un autre sujet. Et pour l'Agence du numérique en santé, Inès Gouil, qui travaille sur la Task Force Hôpital, ainsi que moi-même, Nolwenn François, expert métier établissement de santé et Task Force Hôpital Ségur.
Alors, quelques règles d'usage que la plupart d'entre vous connaissent certainement très bien maintenant. Par défaut, les micros sont coupés au besoin si on a le temps dans les questions-réponses. On doit pouvoir normalement les débloquer, mais n'hésitez surtout pas à vous poser vos questions dans le chat et comme ça, on peut y répondre soit au fil de l'eau dans le chat, soit en interrompant la présentation. Ça nous permet de gérer plus facilement les temps de présentation et les temps de questions-réponses. Voilà ce qu'on voulait vous rappeler. Je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré pour qu'il puisse ensuite être mis en ligne à disposition en replay, accompagné du support. Voilà, notre ordre du jour aujourd'hui sera un petit rappel sur les enjeux du numérique et de cette vague 2. Où est-ce qu'on en est de la consultation de mon espace santé? Et puis, on passera un peu plus dans le dur avec un passage en revue des fonctionnalités qu'on met en œuvre au niveau de l'alimentation et de la consultation du dossier médical de mon espace santé au travers du DPI ou de la plateforme d'intermédiation. On détaillera la procédure d'utilisation du mode authentification renforcée indirecte, autrement dit souvent R, ainsi que du coup tout ce qu'on va trouver autour de la contractualisation. Et puis pour finir, tout ce qui va être chantier à anticiper au sein des établissements, accompagnement par l'ANS, par les régions, par tout le monde et tout ce qu'on peut mettre à votre disposition. Et n'hésitez pas donc à poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'ensemble de ces thématiques. On s'efforcera d'y apporter une réponse. Et je laisse la parole du coup à Inès pour cette première partie. Merci Nolwenn. Bonjour à toutes et à tous. Et déjà, merci d'être aussi nombreux à ces webinaires thématiques qui montrent que voilà, ça représente un réel intérêt pour vous. Et on espère que voilà, ça vous sera utile dans la préparation de l'arrivée de la vague 2 à l'hôpital. Alors, très rapidement, un rappel du contexte dans lequel on s'inscrit. La vague 2 à l'hôpital Ségur s'inscrit du coup logiquement dans le Ségur numérique, dont l'objectif est d'accélérer, de développer massivement l'échange et le partage de données de santé entre professionnels de santé et avec l'usager. En consolidant notamment les services socles que sont l'INS, le DMP et la messagerie sécurisée de santé. Pour atteindre cet objectif, les pouvoirs publics ont mis en place une stratégie séquencée en 3 grands temps ou 3 petits pas, avec une première étape qui a consisté à doter tous les patients d'un profil Mon Espace Santé à travers le système de l'opt-out. Donc aujourd'hui, tous les patients, sauf à ce que ces derniers se soient opposés à la création de leur profil Mon Espace Santé, disposent d'un profil Mon Espace Santé ouvert. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, elle a consisté à documenter massivement les profils Mon Espace Santé des patients en mettant en place les conditions techniques qui ont permis de faciliter l'alimentation directe des documents de santé depuis les logiciels de professionnels de santé. Et ça, c'est l'objet de la vague 1. Cette vague 1 ayant été complétée par le dispositif d'accompagnement des usages que vous connaissez à travers le programme SONES pour accompagner cette transformation organisationnelle en établissement de santé. Donc, on a le contenu, on a le contenant, et l'objectif aujourd'hui à travers la vague 2, c'est de faciliter la consultation de ce contenu en mettant en place les conditions techniques qui permettront de disposer des fonctionnalités intégrées au dossier patient informatisé pour d'une part consulter plus facilement les DMP, mais également être en capacité d'intégrer les documents contenus dans les DMP et les messageries sécurisées de santé dans les dossiers patients informatisés. Donc, à l'hôpital, du coup, cette vague 2, elle embarque 4 grands objectifs que sont la facilitation de la consultation de l'information disponible dans Mon Espace Santé par les professionnels, faciliter l'intégration des documents médicaux reçus par messagerie sécurisée de santé, mais également ceux qui sont disponibles dans les dossiers, dans les DMP, renforcer la sécurité des systèmes d'information. Donc, par cette brique-là, on est bien entendu en complémentarité du programme CARE. L'objectif ici, c'est vraiment de venir renforcer des exigences de sécurité autour des dossiers patients informatisés à l'hôpital. Et en transverse, on a fait le bilan de la vague 1 et à travers ce bilan, on a identifié un certain nombre d'améliorations possibles. Et donc, en 4e objectif, l'objectif de cette vague 2, c'est d'améliorer les fonctionnalités clés de la vague 1 à travers des nouvelles exigences en matière d'interopérabilité
et d'alimentation du DMP au vu des retours de terrain. Voilà le contexte dans lequel on s'inscrit. Plus globalement encore, il nous semblait important aussi, quelque part, de raconter l'histoire de cet enjeu de modernisation des systèmes d'information hospitaliers en mettant en évidence le fait que tout ça répond effectivement à une logique. Donc, cette logique, c'est qu'au niveau national, on met en place un certain nombre d'initiatives qui visent vraiment à moderniser globalement le système d'information hospitalier. Et donc, ça passe par des étapes progressives. La première étape étant de venir toucher ce qu'on appelle le socle, en venant renforcer la sécurité des systèmes d'information et l'identification des utilisateurs. Et cet objectif-là, il est couvert par le programme CARE, que vous connaissez très certainement. Cette première couche dite socle, eh bien, au-dessus, on va retrouver la couche logicielle, où là, l'objectif est vraiment d'apporter des évolutions en matière de briques logicielles clés du SIH. Et donc ça, c'est adressé par les dispositifs SONS, donc le SONS Vague 1 qui est désormais terminé et qui est venu adresser l'objectif d'alimentation. Et là, le SONS Vague 2 qui est l'objet du webinaire qui nous réunit aujourd'hui et qui concerne le dossier patient informatisé et les plateformes d'intermédiation. On rappelle d'ailleurs que le référentiel d'identité ne fait pas partie des dispositifs Vague 2. On reste là sur la partie Vague 2 exclusivement sur la partie DPI et PFI. Et enfin, in fine, l'objectif final, c'est vraiment de créer des usages. Et pour ça, il faut venir accompagner la transformation organisationnelle des établissements. Et donc ça passe par la mise en place de programmes de financement à l'usage. Le programme le plus emblématique que vous connaissez, c'est bien entendu Open. Mais Open, s'en est suivi d'autres programmes de financement, et notamment le programme SunES, qui s'est clôturé au 31 mars dernier. Et ce qui prendra la suite de Open et de SunES, c'est le programme Open 2, qui est actuellement en cours de construction. Alors, si on revient sur la vague 2, donc le dispositif SONS Vague 2, il est officiellement lancé à l'hôpital depuis le 16 mai dernier. Et donc, ce lancement, il est incarné par des textes réglementaires qui prennent la forme d'arrêtés, un pour le dispositif DPI, un autre pour le PFI. Et donc, ces arrêtés sont complétés par un corpus documentaire qu'on vous invite à lire. Bien sûr, il s'adresse en première attention aux éditeurs, mais il est important aussi, vous, en tant qu'établissement, que vous soyez également au fait du contenu de ces documents-là. Et donc, ces documents, ce sont les référentiels d'exigence minimum dans lesquels on va retrouver, en fait, de manière unitaire, les exigences qui sont demandées aux éditeurs pour pouvoir être référencés en tant que la solution référencée Vague 2. Ensuite, on va retrouver les dossiers de spécification et de référencement dans lesquels vous retrouverez les modalités d'obtention du référencement. Et enfin, les arrêtés de financement dans lesquels, là, on a documenté les modalités de réalisation des prestations Ségur et d'obtention des financements. Un autre document qui est important aussi pour vous, c'est la base des établissements éligibles, qui est la base, la référence documentaire qui va lister l'ensemble des établissements qui sont éligibles au dispositif SONS Vague 2. Et donc, l'ensemble de ces établissements sont listés par Finesse PMSI, auxquels on y a associé les activités combinées basées sur les données d'activité 2022, ainsi que les montants maximum des prestations Ségur auxquelles vous pouvez prétendre. Donc voilà, donc on insiste parce que vraiment, ces documents sont aussi importants, enfin sont très importants pour les éditeurs, mais sont également aussi importants pour vous. En termes de calendrier, du coup, les éditeurs ont jusqu'à la moitié de l'année 2025 pour pouvoir se faire référencer auprès de l'ANS. Et entre maintenant et ce jalon-là, bien entendu, ils seront engagés dans les travaux impliquant les évolutions logicielles de leurs solutions respectives. Jusqu'à fin 2024, début 2025, on sera dans une période où les établissements procéderont aux commandes. Et enfin, 2025, mi-2026, eh bien là, on sera dans la période où les fonctionnalités seront en déploiement dans les établissements. Donc, entre maintenant et le démarrage des déploiements, vous voyez qu'il y a un petit laps de temps et justement, on veut capitaliser, nous, sur ce laps de temps-là pour faire monter en compétence à la fois les établissements et les régions sur ces fonctionnalités pour qu'ils puissent être prêts à accueillir dans les meilleures conditions les fonctionnalités de la vague 2 lorsqu'elles seront disponibles. En termes de périmètre couvert par cette vague 2, elle adresse plusieurs grands enjeux fonctionnels.
Donc, le premier, c'est l'alimentation de mon espace santé qui fait référence au REM PFI. Et sur ce grand enjeu-là, hein, comme je vous le disais, on a fait acte du retour d'expérience de la vague 1 et donc on a introduit des fonctionnalités qui viennent améliorer les mécanismes d'alimentation de mon espace santé. On retrouve également une brique dédiée à la consultation de l'espace documentaire de mon espace santé, autrement appelé DMP. Également, un ensemble d'exigences autour de la gestion de la messagerie sécurisée de santé, de la gestion et du partage des documents. Donc, par là, en fait, on vient expliciter des mécanismes d'interaction entre le dossier patient informatisé et le DMP pour faciliter l'exploitation de ces documents par l'utilisateur. Ensuite, on a une brique autour de l'authentification des professionnels de santé, on reviendra là-dessus aussi après, la sécurité des systèmes d'information et l'amélioration des fonctionnalités de la vague 1 de manière générale, notamment à travers les exigences d'interopérabilité. Donc voilà, en fait, l'ensemble, le REM aborde tous ces thèmes-là. Et nous, l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est d'aborder plus spécifiquement la brique consultation de l'espace documentaire de mon espace santé, la gestion et le partage des documents et bien entendu, l'authentification des professionnels de santé. Voilà pour l'entrée en matière et du coup, je laisse la parole à Anne qui va vous faire un état des lieux autour de la consultation de mon espace santé. Merci beaucoup Inès, bonjour à tous. Donc en effet, la vague 1, on peut le dire, connaît un certain succès, hein. Les solutions référencées Ségur vague 1, elles sont utilisées au quotidien par les professionnels aujourd'hui, en alimentation et on voit qu'alors qu'on est vraiment, là aux prémices de la vague 2 et avant même qu'on ait de premières solutions déployées, on a, l'envie, des professionnels d'aller consulter, mon espace santé, slash DMP, hein. Je fais souvent ça, on essaie de faire la convergence des marques. Vous voyez qu'il y a déjà des usages de la consultation de mon espace santé. Donc ici, on vous a mis une planche avec les consultations tout acteurs confondus, sachant que on a ici, je dirais les professionnels, les pharmacies et les établissements dans le trio de tête, et encore une fois, ça, c'est sans campagne, je dirais, de communication, particulière et avec des moyens aujourd'hui qui sont pas, je dirais, au beau fixe et qui évidemment seront nettement améliorés, en vague 2. Et donc si on regarde les documents, qui intéressent le plus en termes de consultation dans le cadre de la prise en charge globale du patient, les PS, ça va être les CR de biologie médicale, les prescriptions et puis les comptes rendus de consultation et les patients ne sont pas en reste puisqu'encore une fois, le but de mon espace santé, c'est de qu'ils soient maîtres de leurs données et bien là aussi, pour beaucoup, ils sont déjà, en action, dans la consultation, de ces données. Sur le slide suivant, on vous a fait un petit focus du coup, de la consultation côté établissement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on passe sur, le slide juste après, on n'a pas, partagé encore très largement les chiffres de consultation, parce que c'était, encore, balbutiant, même si vous voyez qu'il se passe des choses. Mais ça, c'est des données, conjointement avec, l'équipe ANS et puis la DNS, qu'on va travailler pour que vous puissiez aussi, vous, adapter vos plans d'action, voir un petit peu ce qui se passe sur le territoire en termes de consultation. Et là, vous voyez que côté établissement, la consultation, elle est déjà, présente avec là, en termes de trio de tête, des documents les plus consultés, les prescriptions. Donc, vous voyez, on retrouve un peu, je dirais, un petit peu les mêmes, mais là, on se concentre plus sur les traitements, sur la biologie et puis les lettres de sortie. Donc, c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire qu'il y a vraiment l'envie de s'approprier tout ce qu'on a alimenté en vague 1. Voilà, et donc on le rappelle, hein, les statistiques de consultation, là, elles sont résiliées dans le cadre en fait des conditions techniques qui sont l'accès via le web PSDMP, hein, voilà. Et donc l'idée là, c'est vraiment justement de faciliter cette consultation en vous mettant en place les fonctionnalités de la vague 2 qui vous permettront de faire tout cela de manière intégrée depuis vos dossiers patients informatisés. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Alors, du coup, effectivement, on a fait l'effort et j'espère que voilà, ça vous parlera, hein, de prendre en compte, hein, le référentiel d'exigence minimum, mais surtout de se dire qu'il fallait le traduire en fonctionnalité pour qu'on puisse apprécier en fait la valeur ajoutée des usages poussés par la vague 2.
Et donc, à travers cette vague 2, l'objectif principal, c'est vraiment la consultation intégrée. Ça veut dire que le professionnel de santé, il pourra directement, depuis son dossier patient informatisé, accéder au dossier médical du profil Mon Espace Santé de son patient ou autrement dit du DMP. Et donc, avec les évolutions à venir, le professionnel, concrètement, il pourra savoir si son patient a un profil Mon Espace Santé ouvert et si son accès en tant que professionnel de santé est autorisé. Ça veut dire derrière qu'il y aura en fait une transaction qui permettra bien entendu de vérifier que le professionnel de santé est bien identifié au sein de l'annuaire santé et qu'il dispose d'un moyen d'authentification valide au sein de sa structure. Le professionnel de santé il pourra également disposer facilement d'informations qui vont lui faire gagner du temps pour orienter son choix dans la lecture des documents, grâce notamment à l'affichage des métadonnées. Et donc, il pourra concrètement voir quel est le nombre de nouveaux documents dans le DMP, la date de la dernière alimentation, la nature des nouveaux documents. Donc, par nature, on entend les types de documents que vous connaissez aussi à travers la notion de type code dans le cadre de SUNES. L'auteur des documents, s'il s'agit donc quel est l'établissement de santé, voir le service, voir à la maille la plus fine le professionnel de santé qui est l'auteur du document que le professionnel de santé est en train de consulter. Il pourra également, ce professionnel de santé, identifier facilement les documents invisibles du patient, sachant que les documents invisibles du patient, ce sont des documents qui restent visibles des autres professionnels de santé. Et ce professionnel de santé aura la capacité de rendre visibles les documents invisibles du patient. Il pourra également, sur souhait du patient, masquer un ou plusieurs documents à des professionnels de santé, à l'exception du médecin traitant, on y reviendra après. Et il pourra également, depuis son dossier patient informatisé, télécharger un document depuis le DMP pour le visualiser et l'intégrer dans son logiciel métier au bon niveau du dossier patient informatisé. Et enfin, il aura la capacité de pouvoir enregistrer la bonne information du patient et sa non-opposition à l'alimentation et ou à la consultation de son profil, ce qui derrière conditionnera en fait le comportement du logiciel vis-à-vis de l'accès au DMP. Et donc ça sera valable pendant l'épisode de soins pour le compte de l'équipe de soins. Et enfin, mais ça c'est quelque chose qu'on avait adressé de manière plus détaillée le 27 juin dernier, le professionnel, il pourra aller regarder des images médicales par le moyen de la Dreambox en cliquant sur un lien URL qui sera présent dans les comptes rendus d'examen d'imagerie. Voilà. Pour la première partie sur la consultation intégrée. Alors, on vous a parlé effectivement de la notion d'information. On aura un webinaire aussi à la rentrée qui traitera plus profondément ce sujet-là, mais il nous semblait aussi quand même important d'avoir un rappel là-dessus. Donc, le rappel, il est suivant, c'est que le patient, il doit être informé de l'accès. Donc, cet accès peut prendre la forme de l'alimentation, de la consultation ou des deux. Donc, le patient, il doit être informé de l'accès à son profil Mon Espace Santé. Et face à cette information, le patient, il doit pouvoir exprimer son opposition. Pour permettre la consultation, du coup, il est important de tracer le fait que, d'une part, on a donné l'information au patient et que cette information du patient, elle n'a pas donné lieu à une opposition. Au contraire, elle a donné lieu à une opposition. Et en fonction du coup de la réaction du patient et de l'information cochée en illustration de la réaction du patient, eh bien, le système s'adaptera à tout ça et, le cas échéant, bloquera l'accès au DMP si le patient s'est opposé. Je l'ai dit, mais je le redis, l'information et l'opposition du patient, elle ne s'applique pas à la maille individuelle du professionnel de santé. Quand on pose l'information, on part du principe que la décision du patient, en fait, elle s'applique à l'ensemble de l'équipe de soins qui prend en charge le patient pendant la durée de l'épisode de soins et donc non à la maille individuelle du professionnel. Et je rappelle aussi que la notion d'équipe de soins fait l'objet d'une définition réglementaire. L'alimentation, le patient, s'il s'oppose, il doit s'opposer sur motif légitime. Et donc là, quand on demande à tracer l'opposition de la non-opposition, il faut faire la différence avec le motif en question. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, dans le cadre de l'alimentation, à tracer le motif considéré comme légitime par le professionnel de santé et qui entraînerait en fait l'opposition à l'alimentation. Donc voilà.
Lorsque c'est possible, bien entendu, cette information mais ça après, ça implique aussi une réflexion organisationnelle que vous devez mener au sein de vos établissements respectifs. Mais lorsque c'est possible, sachez qu'en tout cas, cette information et le recueil de l'opposition, elle peut être réalisée en amont de la prise en charge du patient par le professionnel, donc soit lors d'une prise de rendez-vous, à l'admission ou à l'accueil, ou sinon, du coup, lors de la consultation. Et enfin, sachez que sur cette information-là, on a fait évoluer le flux HEPAM pour intégrer justement la possibilité d'intégrer cette information dans le flux. Et donc, il est demandé que le dossier patient informatisé, en termes de REM, implémente cette nouvelle version du flux HEPAM en réception et ensuite qu'il puisse l'activer dans l'établissement qui souhaite le mettre en œuvre au sein de son SIH. Donc, d'un point de vue illustration, on pourrait tout à fait imaginer que cette information, elle est rentrée au niveau des admissions et que du coup, au niveau du référentiel d'identité, cette information soit tracée dans le flux HEPAM qui soit ensuite transmise du coup au dossier patient informatisé. Inès, je peux peut-être ajouter Oui. une information importante par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, tu as parlé de consentement du patient, enfin en tout cas du fait qu'il ne soit pas opposé au fait que l'équipe de soins puisse accéder, consulter à son espace santé/DMP. Donc c'est vrai. Par contre, ce que je voudrais préciser, c'est qu'au niveau technique, là je rentre un petit peu plus dans la technique, je suis désolé. Au niveau technique, les autorisations d'accès au niveau des DMP des patients sont positionnées à la maille du professionnel. C'est-à-dire qu'on va enregistrer une autorisation d'accès par numéro RPPS pour le professionnel. Donc en gros, c'est au logiciel de faire le taf. Le logiciel doit définir l'équipe de soins telle qu'elle est constituée pour la prise en charge du patient et donc définir les différents professionnels de santé qui pourront accéder au DMP de ces patients. Donc le patient il est OK pour que l'équipe de soins elle puisse accéder à son DMP et donc ça sera au logiciel vraiment d'aller positionner, de faire des transactions unitaires par professionnels de santé qui sont présents dans l'équipe de soins. On ne peut pas faire aujourd'hui une autorisation d'accès globale comme ça sur une équipe de soins. Mais c'est quelque chose que le logiciel masquera et au niveau technique pour rendre les autorisations d'accès globales sur l'équipe de soins. Voilà. Merci pour cette précision. Alors là, on vous a donné, mais vraiment à titre illustratif, ce n'est pas du tout réglementaire. On vous a donné un exemple de la manière dont on pourrait incarner dans les écrans le fait de tracer le fait que le patient a été informé et la conséquence finalement de cette information si le patient s'oppose à l'alimentation ou pas, ou effectivement si il consent, il est dans une logique de consentement présumé, parce que je vois la remarque de Philippe Bédère sur la partie consultation. Voilà, donc c'est vraiment pour vous donner une idée, c'est pas réglementaire, mais voilà, ça permet aussi quand même de matérialiser un petit peu la forme que ça pourrait prendre. Alors, on a juste la slide d'avant, on a parlé effectivement non, pas de souci. On a parlé de masquage, d'invisibilisation, et c'est vrai que ces fonctionnalités peuvent paraître similaires, mais la précision, je pense que je ne suis pas en retard sur le timing, mais la précision, je pense, est nécessaire. Du coup, ça appelle en fait à des fonctionnalités différentes et derrière, les acteurs qui sont derrière ne sont pas aussi forcément les mêmes. Donc, le patient, lui, il peut de manière générale décider de masquer les documents professionnels et cette décision de masquage, il peut la faire de manière unitaire en choisissant soit globalement pour tous les documents, soit de manière unitaire en choisissant les documents qu'il souhaite masquer. Le professionnel de santé, quant à lui, à l'alimentation, il peut choisir d'invisibiliser un document au patient, mais du coup, ça veut dire que ça reste visible des autres professionnels, ou de masquer un document au professionnel. À la consultation,
le professionnel de santé, il a la possibilité de mettre en visibilité un document qui est invisible du patient, quand bien même il n'est pas l'auteur de cette invisibilisation. Et enfin, l'auteur du document, lui, il peut visualiser tous les documents dont il est l'auteur, que ces documents soient en mode invisible ou masqué. Du coup, voilà, il nous semblait que c'était important de replacer ces précisions sémantiques en fonction de qui on est dans mon espace santé. Ce qu'on voulait également mettre en visibilité, c'est que le médecin traitant, lui, il a la visibilité sur tous les documents, même ceux qui sont masqués aux autres professionnels de santé. Et cette fonctionnalité, elle a vocation à évoluer pour laisser aux patients le choix vraiment de rendre visibles ou non les documents au médecin traitant. Alors, sur la notion de gestion et de partage des documents de santé, avec les fonctionnalités de la vague 2, on va permettre à l'utilisateur vraiment d'exploiter au mieux les documents qui sont disponibles dans le DMP, en lui permettant d'identifier parmi tous les documents du dossier patient informatisé ceux qui ont été intégrés manuellement depuis le DMP, afin que l'utilisateur, quelque part, ils soit en capacité d'identifier rapidement la provenance des documents qui sont dans le DPI. Il pourra également être informé qu'un document du dossier du DMP est déjà présent dans le dossier patient informatisé pour éviter du coup de le rapatrier 2 fois. Et quand il consultera un document dans le dossier patient informatisé, l'utilisateur il sera en capacité aussi de savoir qu'une version plus récente de ce document qu'il est en train de regarder est disponible dans le DMP, voire que ce document a été supprimé. Et donc, voilà, c'est important parce que finalement, quelque part, dans la lecture des documents de son dossier patient informatisé en provenance du DMP, il sera vraiment à jour du cycle de vie des documents vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le DMP depuis. Ces fonctionnalités également, elles vont permettre à l'utilisateur de partager au mieux les documents qui sont disponibles dans le DMP, donc en identifiant notamment parmi tous les documents du dossier patient informatisé, les documents qui ont déjà fait l'objet d'un envoi vers le DMP, pour éviter, dans le sens inverse, de renvoyer plusieurs fois un même document alors qu'il est déjà présent dans le DMP. Il pourra également produire un document avec un contenu intradocument identique, quel que soit son format, donc via le PDF et le CDR de niveau 1. Et enfin, et ça fait notamment écho à un retour qu'on avait eu sur les difficultés de visibilité, d'affichage des comptes rendus structurés de biologie au format CDR de niveau 3. Là, on intègre aussi des fonctionnalités qui permettront de faciliter la visibilité de ce type de document structuré avec un PDF encapsulé. Et enfin, on a intégré également une standardisation, ce qui n'existait pas dans le cadre de la vague 1 et qui a appelé pas mal de questions, une standardisation des flux d'interopérabilité entre les fonctions DPI et PFI pour l'alimentation du DMP. Et donc, si on conclut sur cette partie fonctionnalité à grosse maille, sur la partie alimentation, on vous disait en introduction qu'on a pris acte des retours d'expérience de la vague 1 pour apporter un certain nombre d'améliorations. Et donc, ces évolutions, elles portent sur la possibilité de sélectionner des documents datant d'épisodes de santé précédents et d'alimenter le DMP du patient concerné si son INS est qualifié. Donc, ça fait référence notamment à une forme d'expérimentation qu'on avait lancée à l'époque de SUNES sur la reprise de l'historique. Et donc là, on reste bien entendu dans une logique de reprise de l'historique manuelle. Ces fonctionnalités, elles permettront également de supprimer un document du DMP depuis le dossier patient informatisé. Là, on pouvait le faire précédemment exclusivement depuis la PFI, afin de traiter notamment du coup les erreurs d'alimentation ou une demande spécifique du patient. Et enfin, on aborde également des exigences autour des modalités d'ordre d'envoi vers mon espace santé, avec la possibilité de réaliser des envois de manière différée, bloqués, voire annulés. Et donc, si on met en musique toutes ces fonctionnalités-là, de manière logique, dans un processus standard, bien entendu, ça donne le workflow suivant
Donc, je ne vais pas revenir sur chacune des briques du workflow, puisque vous verrez que ça reprend vraiment ce qu'on vient de vous expliciter en termes de fonctionnalité, mais de manière séquencée et logique dans le cadre d'une prise en charge. Ce qu'il faut retenir, parce que c'est une question qui nous avait été posée, c'est que bien entendu, la consultation, elle ne peut se faire que dans le cas d'une INS qualifiée. Et on rappelle aussi que toutes ces exigences fonctionnelles, elles ont été réfléchies en s'appuyant bien entendu sur des documents socles et de référence que sont le guide d'intégration DMP et le référentiel de sécurité et d'interopérabilité du DMP à l'attention des établissements de santé et qu'on vous invite aussi à lire. Et vous pouvez, on mettra à disposition ce support avec le replay. Et bien entendu, on vous invite à utiliser aussi ces slides si vous souhaitez faire la présentation de ces fonctionnalités en interne de vos organisations. Voilà. Et donc là, on se propose un temps de questions-réponses parce qu'on on vous a poussé pas mal d'informations. On voit que dans le chat, il y a des questions. Je n'ai pas eu le temps de les regarder parce que voilà, l'animement, c'est compliqué. Peut-être, si certaines personnes veulent poser leurs questions à l'oral, c'est le moment. Et en parallèle, on regarde les questions dans le chat. Nous, avec Anne, on ne peut pas répondre aux questions de la conversation, mais on peut répondre aux questions-réponses qui sont posées dans l'autre canal, en fait. Voilà. Mais on peut répondre à l'oral. Okay. Alors, je prends les questions un petit peu dans le désordre là. Aura-t-on le support de présentation? Bon, je crois qu'on a déjà répondu que oui. Quand est prévue l'évolution d'IHEPAM? Donc, en fait, l'évolution, elle existe déjà. Après, c'est aux éditeurs de l'implémenter. Alors, je présume que c'est celle dont vient de parler Inès pour intégrer les choix du patient d'accès ou de consultation ou d'alimentation du dossier médical de mon espace santé. Et en ce qui concerne les DPI, ça fait partie des exigences qui sont dans la vague 2. Donc, a priori, en cours de déploiement chez les éditeurs en vue de la version vague 2 Ségur. Si je remonte encore, cela signifie que si un professionnel de santé change de structure, il conserve ses droits d'accès à un DMP car son RPPS ne change pas. Je te propose, Laurent. J'ai répondu. Oui, j'ai répondu. J'ai répondu oui. Effectivement, tout à fait. C'est le RPPS qui compte. On ouvre sur un RPPS. Après, le droit d'accès, l'autorisation d'accès est valable 6 mois. Le patient peut à tout moment, bien entendu, bloquer le professionnel de santé s'il le souhaite, avant ou après le positionnement de l'autorisation d'accès par ce professionnel de santé. Par contre, si le professionnel de santé intervient, je sais pas, le matin dans une structure, l'après-midi dans une autre structure et que le patient le suit, effectivement, il pourra bénéficier de son autorisation d'accès, quelle que soit son activité, effectivement. Le temps qu'on réponde aux questions, Nolwenn, certaines personnes voudraient revoir la slide sur le workflow, comme ça ils l'ont en visibilité. Alors, je vais remonter. Voilà. S'il veut bien me répondre cette fois. Non, il me répond. Voilà. C'est celle-là. Ouais, c'est ça. Comme ça, on la laisse en visibilité le temps de répondre aux questions. On a une question sur la notion de médecin traitant. Je ne sais pas si vous y avez répondu. Le médecin traitant dont vous parlez n'est pas celui au sens du parcours de soins, mais plutôt le PS administrateur dans le DMP, que le patient a désigné comme tel dans le DMP et qui lui confère des pouvoirs supplémentaires. Est-on d'accord? Oui, c'est exactement ça, effectivement. Oui, c'est pas le médecin traitant au sens facturation, assurance maladie, c'est vraiment le médecin administrateur qu'il a positionné lui-même, puisque maintenant un professionnel de santé ne peut plus s'auto-déclarer médecin traitant DMP. Donc c'est vraiment le patient au niveau de son espace santé qui a positionné ce médecin comme étant médecin administrateur et qui a toute connaissance des droits complémentaires qu'il va attribuer à ce professionnel. Mais c'est bien ça. D'accord. On a une question sur le mode R simplifié, mais c'est l'objet d'une séquence détaillée, donc on reviendra là-dessus après. Et on avait une précision sémantique. Donc, effectivement, on parle effectivement d'obligation d'information,
face à cette information, le patient peut s'opposer ou non à l'alimentation. Et effectivement, dans le cadre de la consultation, il peut s'opposer aussi à la consultation, mais en tous les cas, s'il ne dit rien face à cette information, on s'inscrit dans une logique de consentement présumé. Voilà. Et alors, une dernière question. Concrètement, dans les SI, qu'est-ce que ça veut dire qu'une autorisation d'accès est ouverte 6 mois? Ah oui, c'est la question. Un professionnel de santé, pour qu'il puisse consulter le DMP de son patient, il faut effectivement qu'il ait le consentement du patient et que techniquement, il y a une transaction qui s'effectue pour aller positionner, pour dire ben, ce professionnel de santé s'autorise. Vient de s'autoriser le droit de consulter votre DMP. Donc ça le déclenchement de cette transaction technique d'autorisation d'accès, ça va déclencher au niveau de mon espace santé des notifications. Donc le patient va recevoir immédiatement un SMS, un mail pour lui indiquer qu'un nouveau professionnel de santé vient d'accéder à son DMP et on lui conseille d'aller regarder un petit peu l'historique l'historique de ce qu'il a fait sur son DMP et le soir, il aura une nouvelle notification pour lui indiquer que il y a un professionnel ou des professionnels de santé qui ont fait des recherches, consulté ou alimenté son DMP. Cette autorisation d'accès, elle est consentie par le patient. Donc le patient, s'il estime qu'effectivement ce professionnel de santé avec toute légitimité a accédé à son dossier, ne va rien faire, hein, va pas déclencher des actions complémentaires. Et cette autorisation d'accès, elle court pendant 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, ce médecin il n'est pas obligé de repasser par cette transaction technique enfin ça c'est le logiciel hein, qui gère cette partie-là. Pour repositionner cette autorisation d'accès, elle court pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, elle devient expirée. Donc, c'est une autorisation d'accès qui devient expirée. Ça veut dire que si elle est expirée, ça veut dire qu'à un moment donné, ce professionnel de santé a eu un accès sur ce DMP du patient, il ne l'a plus. Et donc, au logiciel de déterminer s'il doit renouveler l'autorisation d'accès automatiquement. Voilà, si le patient, entre-temps, ne s'est pas opposé ou quoi que ce soit, ou si le patient n'a pas bloqué ce professionnel de santé-là, le logiciel va pouvoir automatiquement renouveler l'autorisation d'accès de ce professionnel de santé pour ce DMP. Ok, merci. Du coup, voilà, on reprendra, on aura un autre temps questions-réponses. On vous propose de poursuivre. Je suis désolée, mon ordinateur ne veut avancer qu'à sa vitesse. Merci. Donc là, hein, on va rentrer dans le sujet de l'authentification des professionnels au DPI et au DMP, et en particulier le fameux, vous l'attendez, le mode R simplifié. Alors, avant tout, hein, on voulait vraiment clarifier, on va dire, les périmètres entre Prends Santé Connect et R simplifié vis-à-vis du dossier patient informatisé et du DMP. Donc, pour la consultation du DMP de manière intégrée depuis le dossier patient informatisé, hein, ce que les exigences demandent, c'est vraiment que les logiciels mettent en œuvre le mode R simplifié, qui constituera vraiment la seule modalité de consultation du DMP imposée au dossier patient informatisé. Ce mode, il permet l'authentification pour l'accès au DMP par certificat, et Anne reviendra là-dessus. Et du coup, nécessairement, comme on passe par cet certificat, il ne nécessitera pas l'usage de cartes CPS comme c'est actuellement demandé hein, pour un professionnel pour qu'il puisse accéder notamment au WebPS DMP. Et donc, une contractualisation de l'établissement avec la CNAM hein, sera obligatoire pour mettre en place ce modèle simplifié. On reviendra là-dessus après. Pour la consultation du WebPS DMP, hein, qui sera toujours possible, hein, bien entendu, par appel contextuel depuis le dossier patient informatisé. Donc là, il sera demandé aux solutions de pouvoir effectuer cet appel soit par R simplifié et via ProSanté Connect
afin que l'établissement, finalement, il puisse choisir la solution qui correspond le mieux à son organisation. C'est-à-dire que nous, on demande aux solutions de pouvoir être en capacité de faire les deux pour qu'ensuite l'établissement choisisse la modalité qui l'intéresse le plus en fonction de ses prérogatives organisationnelles. Pour l'authentification des professionnels de santé au DPI, là, il est demandé aux solutions de savoir implémenter ProSanté Connect pour mettre en place notamment l'authentification double facteur. Voilà, donc on voulait vraiment rappeler les périmètres entre tous ces moyens d'authentification et les logiciels sur lesquels on s'authentifie, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours simple à comprendre. Donc aujourd'hui, le plus couramment, à l'hôpital, on a des professionnels de santé qui, sur navigateur, vont se connecter au WebPS DMP à travers leur carte CPS. La possibilité aussi, par appel contextuel du WebPS DMP, depuis son dossier patient informatisé, de consulter le DMP, donc depuis son logiciel, et ça permet, cet appel contextuel, d'accéder directement sur la page du patient qu'on souhaite traiter. Et demain, on sera en capacité, depuis son dossier patient informatisé, via le mode R simplifié, de consulter le DMP sans avoir à se réauthentifier, dès lors qu'on se sera authentifié sur son dossier patient informatisé. Désolée. Oui, j'essaye, mais voilà, il répond pas, mais après, il répond trop vite. Voilà. Ça permet aussi de prendre des temps de respiration, on va dire. Donc, je laisse la parole à Anne qui va vous expliciter le mode R simplifié, ce que c'est et ce que ça implique comme préparation côté établissement. Merci Inès. C'est vrai qu'on va revenir un peu plus largement maintenant sur le mode d'authentification indirecte renforcé et pourquoi est-ce qu'on parle de R simplifié. Vous allez voir que dans le simplifié, c'est une simplification de la contractualisation que vous allez avoir à faire avec l'assurance maladie. Et au-delà d'un sujet un petit peu même très technique, c'est surtout un gros chantier organisationnel à anticiper au sein de vos établissements. C'est pour ça que c'est bien en effet qu'on ait ces rencontres organisées par l'ANS très tôt, parce qu'il y a vraiment un vrai sujet de prérequis orga aussi à avoir dans le scope, puisque le mode R va vous imposer un mode d'authentification en double facteur de vos utilisateurs. Donc du coup, voilà une gestion aussi d'habilitation à gérer dans votre système d'information hospitalier. Et puis, je pense que Laurent me complétera si besoin, mais également bien avoir en tête que ce mode R, il est exclusivement dédié à la consultation de mon espace santé/DMP. Voilà, uniquement les transactions de consultation. C'est pas prévu du tout pour faire de l'alimentation, je le précise toujours, mais voilà, c'est vraiment hyper important. Et donc, on va avoir la transmission systématique du FINES et de l'identifiant RPPS de la personne à l'origine de la transaction. Ça, voilà, j'y reviens pas. C'est aussi ce que Laurent partageait tout à l'heure au moment de la question là, sur les autorisations là, tous les 6 mois. Alors, Inès y est revenue quand je vous dis que c'est un gros chantier organisationnel. Il y a vraiment, comme vous le savez, hein, mais comme sur tous les projets que vous avez à gérer dans vos établissements, des objectifs là qui sont en lien avec le référentiel DMP. On en parlait juste avant, ça doit vraiment être votre, je dirais, lecture totem sur ce sujet. Et vous voyez que ce référentiel, il a plusieurs objectifs. Ça va être notamment de la présentation du DMP, hein, tout ce qui est encadrement juridique, l'articulation avec mon espace santé, les moyens justement, les modes d'authentification directe ou indirecte des professionnels, et vous allez voir à quel point c'est important aussi avec par rapport au mode R, l'alimentation des documents, la consultation et le téléchargement. Donc vous retrouvez vraiment tous les sujets cœur de la vague 2, là, de ce qu'on s'est partagé à l'instant. La sécurité et la traçabilité des traitements locaux dans les logiciels, et puis bien sûr les exigences spécifiques au mode d'authentification indirecte R. Et donc quand vous allez contractualiser, on va le détailler AR avec l'assurance maladie,
on va vous demander, on ne va pas aller vérifier, mais on va vous demander, voilà, de prendre vos responsabilités et de nous déclarer sur l'honneur si vous respectez bien l'ensemble des exigences, si vous êtes bien conforme au référentiel DMP avant d'entrer dans la contractualisation. Et donc, une fois que vous aurez signé ce contrat d'engagement, l'accès en consultation DMP des patients, il sera ouvert, hein. Vous allez arriver, si j'ose dire, dans une liste blanche, hein, nous, on opère après toute la traçabilité, notamment pour nous permettre et le suivi des indicateurs et surtout la gestion des mésusages. Et donc, l'accès en consultation au DMP des établissements va se faire avec les transactions actuelles du DMP pour la consultation qui sont décrites dans le guide d'intégration du DMP. Très bien, très bien. Ouais, non, t'inquiète, je m'inquiète pas. Je sais que je partage, je compatis. Je sais qu'il y a toujours une petite latence, mais c'est les aléas du direct pour te laisser Du le coup, je temps suis de allée trop remonter. vite. Non, c'était là? C'est là la Celle bonne, d'avant, hein, je parce crois. Non, je crois que c'est celle d'avant encore. Ouais, celle-là, exactement. Donc, le workflow de contractualisation, comment ça va se passer? Sachant on va s'en reparler, puis sans doute dans vos questions, apporter des éléments de réponse. On est en train de caler tout ça. Je vous l'ai dit, donc vous allez avoir accès demain un portail établissement, voilà, pour l'instant, on va l'appeler comme ça, multiservice. Pourquoi? Puisqu'on va mettre, je dirais, vraiment de la valeur derrière ce portail pour les établissements. Vous allez pouvoir contractualiser à plusieurs services de l'assurance maladie. Le mode R, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi CDRI. Donc ça, c'est déjà très utilisé. Et donc, quand vous allez être amené à dématérialiser votre convention, voilà, avec l'assurance maladie, ça va pouvoir se faire par ce biais-là. Et puis demain, on ne s'interdit pas d'ouvrir la contractualisation à d'autres services. Donc vous pourrez, on est en train de se mettre en ordre de marche pour que vous puissiez, je dirais, en un temps, je dirais, le plus efficace possible, avoir accès à une ressource qui vous permette, voilà, de gérer ces contrats en une fois, et on va le décrire. Pour ce faire, on vous mettra en fait à disposition, vraisemblablement, au moins dans un premier temps, un formulaire pour manifester votre intérêt à contractualiser à R, puisqu'il faudra passer par un entretien avec un agent de l'assurance maladie, hein, donc dispositif aussi qui est en construction, pour qu'on puisse en fait enrôler la carte CPS, CPE, voilà, suivant le profil du responsable juridique de l'établissement. Je vous rassure, on peut demander au directeur général, qui évidemment n'a peut-être pas le temps de venir faire cet entretien, de donner délégation à un mandataire, donc par exemple le DSI ou qui vous voulez, mais voilà, il faut qu'on identifie cette personne, qu'elle ait une carte en cours de validité, hein, je le précise, puisque nous avons déjà effectué des tests et vous savez comme moi qu'on retrouve souvent des cartes dans les tiroirs des bureaux. Donc voilà, c'est bien de vérifier avant qu'on s'appelle que c'est valide. Et donc on va voilà, enregistrer un certain nombre d'informations, enrôler la carte. C'est l'enrôlement de cette carte qui va faire que, je dirais quasiment immédiatement après, vous allez pouvoir ouvrir le portail établissement et être, si j'ose dire, chez vous et gérer la liste des contrats de vos établissements. Je m'explique, hein, on est souvent dans le cas, vous devez être dans ce cas-là pour beaucoup de participants aujourd'hui, à faire partie de groupes d'établissements. Donc, l'idée, c'est que nous, on a entre le premier portail qu'on a testé, et vous verrez un témoignage tout à l'heure, et demain, ce qu'on va vous proposer, travailler pour mieux accueillir la contractualisation des groupes d'établissements, puisque ça répond vraiment à un enjeu et à une réalité de terrain aujourd'hui sur le marché des établissements. Et donc, vous serez autonome pour faire vos demandes de contrat et aussi pour nous signaler qui sont les contacts référents qu'on peut appeler. Donc, je reviens sur la question d'un mésusage ou quelque chose de ce titre, qui permettra à l'assurance maladie de contacter l'établissement, voilà, avec un contact privilégié, ses coordonnées, pour que tout se passe bien. Alors, du coup, quand je disais qu'il y avait un certain nombre de travaux à anticiper, la première chose, ça va être de vous informer, donc de prendre connaissance des prérequis sur le portail R. Donc, évidemment, dès qu'il sera ouvert, il y aura de la communication qui sera effectuée pour vous donner un petit peu de visibilité. Nous, on poursuit nos travaux.
Et donc, on va tester notre portail, on va dire, dans sa version 2 avec R et avec CDRI à peu près fin septembre de cette année. Donc, on est, je dirais, pas trop mal dans le timing pour ensuite mettre l'outil à disposition. Donc, avoir mis en place une solution d'authentification forte pour les professionnels. Donc, c'est le fameux double facteur. Et là, c'est quand même beaucoup de boulot. Consulter le guide de la consultation du DMP, ça, Inès en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est des travaux qu'on a en cours. Disposer d'une solution DMP-R compatible. Donc là, clairement, si vous avez demain une solution référencée VAG 2, elle aura passé l'homologation au CNDA, donc elle sera compatible. Côté organisationnel, donc désigner le fameux responsable juridique qui va être le signataire du contrat, notre contact privilégié sur la gestion des contrats. Un mandat si c'est justement par délégation du responsable d'établissement, avec une carte, je le disais tout à l'heure, en cours de validité. Et puis s'assurer de la mise à jour et de la validité du certificat de conformité logicielle de l'établissement. Donc ça, c'est certainement des choses dont vous avez besoin par ailleurs, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment déjà hyper important de bien détourer ces chantiers-là. Et donc, la contractualisation avec l'assurance maladie, une fois que vous avez eu l'enrôlement de la carte qui ne prend pas 500 000 ans, hein, c'est 5 minutes et encore, je suis large. Après, vraiment, la signature en elle-même du contrat se fera au travers du portail. Donc, quand vous serez dedans, vous demanderez, par exemple, pour la clinique des Lilas, hop, je veux un contrat R, mais c'est 2 clics. Ça, c'est hyper, hyper rapide, hein. C'est vraiment, du coup, voilà, l'entretien d'enrôlement de la carte qui va être le plus long. Et là aussi, on a, voilà, je dirais, un dialogue avec l'ANS pour voir au maximum ce qu'on peut simplifier. Et côté vie des contrats, puisqu'évidemment, voilà, ces contrats, ils vont vivre et on a à caler aussi la partie renouvellement. Là, on est en train d'échanger entre la phase de test et demain l'ouverture, de se caler par rapport à la durée de validité des certificats qui est de 3 ans, si je n'ai pas oublié, si j'ai bonne mémoire. Et donc, du coup, voilà, on aimerait bien se caler sur ce délai-là pour que ce soit un petit peu cohérent et plus facile à retenir aussi, sachant qu'on vous mettra évidemment des petites alertes pour vous dire que voilà, le contrat arrive en fin de validité et pas couper le jus, si j'ose dire, de manière brutale. Donc voilà, je crois que là, je vous ai grosso modo tout dit là-dessus. Voilà. Alors, vidéo, il y a rien de... Attention. Donc, tu veux peut-être faire une petite introduction à cette vidéo, Anne, je ne sais pas. Oui, très rapidement. Donc, en fait, on a effectué de premiers tests de contractualisation donc avec le groupe ANAC qui est dans le nord de la France. Et donc, ils ont plus de 20 établissements. Donc, on a contractualisé avec 3 établissements de ce groupe. Donc, eux, ils ont déjà un moyen d'autant de double facteur et une solution R. Donc, ils avaient géré une longueur d'avance et ils vous expliquent un petit peu comment ils ont fait et quels sont leurs cas d'usage. Je vois que Laurent va intervenir. Vas-y, je t'en prie. Ouais, Anne, avant de lancer la vidéo, effectivement, je voulais répondre à des questions sur la contractualisation par rapport aux finesses géographiques ou juridiques. Donc, confirmer effectivement que la contractualisation se fait sur finesse géographique. Donc, on donne l'accès à R sur un site géographique et non pas sur une entité juridique complète. Par contre, si c'est une problématique de gestion de certificat derrière, on peut tout à fait utiliser un certificat juridique, puisqu'on a mis en place là depuis maintenant un petit moment un assouplissement qu'on appelle assouplissement utilisation de l'authentification par un certificat juridique, et on autorise que les requêtes en fait soient portées par un finesse géographique à partir du moment où le finesse géographique est rattaché au finesse juridique. Donc ça marche bien en R aussi, pas que pour l'alimentation. Donc ça permettra aux établissements de s'authentifier avec un certificat juridique s'ils ont un certificat juridique. Après, s'il y a un certificat géographique, c'est encore mieux. Ils pourront également s'authentifier. Mais derrière, l'accès, le passage par les transactions R, effectivement, devront être portés par un finesse géographique rattaché au site juridique si jamais on utilise un certificat juridique. Voilà. Je reviens un petit peu dessus après ce sujet-là, Laurent, mais c'est vrai qu'on n'a pas plus détaillé que ce que tu viens de faire.
Bon, mais c'est écrit un peu dans les points auxquels il faudra penser qu'on a mis dans la dernière partie de la présentation. Ok. Alors, je vais partager le son. Je le fais avant cette fois. J'espère que c'est bon. Et je lance la petite vidéo. Je la lance dès que je peux. Plus de 95% des usagers disposent de leur carnet de santé numérique Mon Espace Santé, dont 18% l'ont activé. Désormais, les solutions référencées Ségur sont utilisées au quotidien par les professionnels. L'objectif prioritaire de la vague 2 du Ségur est la consultation de Mon Espace Santé dans le cadre de la prise en charge globale du patient. C'est déjà Je crois qu'il n'y a plus de son. Je ne sais pas si c'est uniquement chez moi. J'ai plus de son, mais ce qu'on Anne appelle est aussi sous-titrée. R. Ah, voilà. Et c'est tout l'enjeu du dispositif hôpital de la vague 2. La priorité pour nous, c'était de faciliter et de fluidifier l'accès à l'information pour nos services d'urgence. On a mis en place une solution de SSO, donc Single Sign-On, qui permet, une fois l'utilisateur connecté, d'accéder à l'ensemble du système d'information sans avoir à se réauthentifier. Nous avons 4 cas d'usage. Faciliter l'accès au DMP pour nos urgentistes, qui va permettre aux praticiens d'accéder au DMP et éventuellement aux documents des médecins de ville lors de la consultation du patient et donc d'avoir toutes les informations nécessaires pour bien prendre en charge le patient. Fluidifier également l'accès à l'information pour les médecins en situation de consultation. Nous avons donc mis en place, avec l'aide de la CNAM, la consultation R simplifiée en couplant notre DPI au connecteur R simplifié au travers de la solution e-Canopé qui est certifiée au CNDA. Pouvoir permettre donc à nos pharmaciens d'accéder à un maximum d'informations dans le cadre de la conciliation médicamenteuse. Actuellement, au sein du groupe ANAC, nous avons des PU, pharmacie à usage interne, et la consultation du dossier pharmaceutique est très compliquée puisqu'il nécessite d'avoir physiquement la carte vitale du patient. L'accès en mode simplifié au DMP pour nos pharmaciens va permettre à ceux-ci de récupérer les ordonnances, par exemple, des médecins de ville et d'accéder à l'ensemble des ordonnances déjà prescrites pour les patients. Et enfin, pouvoir récupérer les documents produits sur l'ensemble du territoire de santé pour avoir un maximum d'informations et de diagnostics sur le parcours des patients. Le groupe ANAC a donc été précurseur sur le DMP en mode R. Nous avons souhaité anticiper ce chantier puisque techniquement, nous avions déjà préparé un certain nombre d'étapes au sein de notre organisation. Il faut savoir également que le DMP en mode R est une obligation. Elle va arriver avec la vague 2 du Ségur du numérique. Nous incitons évidemment tous les établissements de santé à s'y mettre. Les professionnels de santé chez nous, en tout cas, ont adhéré à 2000%. Il n'y a plus qu'à transformer les sites. Et voilà. J'espère que ça vous a convaincu. Alors, je vais essayer de passer à la suite, du coup, pas vous la passer 2 fois. Ce qui est important, c'est de noter qu'on vous donne aussi, tous ces éléments-là. N'hésitez pas à les réutiliser pour vous aider à porter ces projets au sein de vos établissements, tout ce qu'on met dans le support, et y compris cette vidéo-là, qui peut permettre d'embarquer du monde. Alors, bon, du coup, on est coincé sur la vidéo. J'arrive pas à passer à la suite. Je vais départager et repartager. Voilà. Pendant ce temps-là, je ne sais pas s'il y a de... Et donc là, il est sur le support aussi. Oui, Donc, c'était pour voir s'il y je ne avait sais pas s'il y a un d'autres autre endroit. questions, mais je ne sais pas si je vois tout. En fait, j'ai peur de ne pas voir toutes les questions, mais je Est-ce que, regarde. Anne, il y a un lien direct vers cette vidéo Ah, qui soit accessible je suis pas sûre. Ben non, en tout cas, nous, c'est pas. Après, par contre, on peut vraiment vous la partager juste après sans problème, mais j'ai pas de lien. J'ai pas une chaîne où elle est stockée. Ok. Après, peut-être que si vous Mais pouvez on la mettre pourra avec le publier. replay, Oui, ouais, oui, c'est voilà, ça. sans problème. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Ouais, sur le Ouais. site, vous pouvez la publier sans problème. Ouais. Ouais. On le mettra avec le support. Ouais. Ok. Voilà. Et j'ai pas tardé à pouvoir repartager. Je crois que mon ordinateur a lui-même besoin de vacances. C'est incroyable. On est fusionnel avec mon ordinateur.
Ah, ça y est, ça vient. Ah bah voilà, je le fais très vite. Donc évidemment, on va vous accompagner, hein. C'est le but aussi de ce rendez-vous. Donc bien sûr, l'assurance maladie, avec laquelle il faudra contractualiser. On est en train du coup de travailler avec nos acteurs, régionaux préférés, hein, ARS, GRAD et puis, bah, le réseau des assurances maladie des caisses pour, un petit peu la répartition, travailler l'allée vers. Donc on va outiller tout le monde avec, le guide de la consultation de mon espace santé qui est en cours de rédaction, dans lequel on vous partagera pas mal d'infos, voilà, techniques, juridiques, orga, voilà, avec des exemples de cas d'usage. Donc, à suivre très prochainement. Merci Anne. Je vois qu'on a une question, je ne crois pas qu'on y a répondu. Y a-t-il un lien entre R simplifié et les indicateurs SONES ou Open2? Non, il n'y a pas de lien en fait. C'est pas le mode d'accès qui, les indicateurs d'usage qu'on mesure dans ces programmes-là et dans Open2 à venir, même s'il n'a pas fini d'être écrit, ce qui est certain, c'est qu'on va regarder combien de documents ont été transmis ou je ne sais pas si on peut imaginer que dans un programme futur, dans une évolution d'Open2, on regarde les consultations, on va regarder combien de documents, combien d'accès ont été faits. Peut-être on pourrait imaginer des cibles de ce type-là, même si aujourd'hui il n'y en a pas. Mais c'est pas le mode d'accès qui va nous intéresser. Il est obligatoire pour les éditeurs de mettre ce mode à disposition et ça fait partie, enfin, je veux dire, c'est obligatoire dans le cadre du référencement de la vague 2 Ségur. Maintenant, il n'est pas obligatoire pour les établissements de le mettre en place. C'est un process qui simplifie l'accès puisqu'il, comme ça vous a été présenté tout à l'heure, on n'a pas besoin d'avoir une carte, un lecteur, etc., etc. Il y a un accès direct et une transmission d'informations qui, du coup, permet de visualiser les éléments directement dans le DPI. Maintenant, si le choix de l'établissement est de ne pas passer par ce mode-là, il peut l'être. Mais le DPI référencé ou vague 2 doit obligatoirement vous le proposer. Et on va passer à la dernière partie de ce webinaire où on a essayé de vous lister un petit peu, alors certes de manière succincte, mais ça c'est un début de checklist sur l'ensemble, sur les éléments à avoir en tête et à anticiper dans le cadre globalement de cette vague 2, mais on va le voir plus précisément dans le cadre du DMP. On refait l'exercice dans les autres webinaires thématiques, notamment la MSS le 12 juillet prochain. Voilà, on a découpé tout ça en chantier plutôt technique, chantier plutôt organisationnel et chantier sensibilisation, préparation, faire connaître en fait l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc, dans les chantiers techniques, on va retrouver l'authentification à double facteur. On en a parlé plusieurs fois dans le cadre du mode R. On a besoin d'utiliser ce mode-là pour pouvoir bénéficier du mode R simplifié. Ce mode en tant que tel où, oui, on va préparer du coup la contractualisation avec tous les éléments que Anne vient de vous détailler. Les certificats, on en a parlé un petit peu, je vais y revenir après. Et puis après, on a des choses qui vont s'imbriquer, même si la notion de boîte aux lettres MSS ne concerne pas directement la thématique des MP. On va voir après que dans l'organisation, on va aussi se poser des questions et l'organisation et la technique sont très imbriquées pour savoir ce qu'on installe et comment on le met en place. Voilà, gestion des identités. Et là, je parle d'identité utilisateur puisqu'on doit, comme vous l'avez vu tout à l'heure, transmettre au travers de l'appel le RPPS des professionnels qui ensuite fait face à la matrice d'habilitation pour ne laisser passer que les droits du RPPS qui cherchent à se connecter. Des chantiers organisationnels où là, vraiment, ça va être ce circuit de récupération de l'information d'information du patient et de récupération de ses choix. Et ensuite, quel circuit est mis en place au regard de l'organisation des services pour alors envoyer les documents. Tout ça, c'est une partie qui normalement a été bien traitée, beaucoup traitée dans le cadre de la vague 1, mais qui peut toujours être repensée, réorganisée. Mais là, surtout, on va être sur la récupération des documents, la consultation et récupération éventuelle de documents qui se trouvent dans le dossier médical de mon espace santé.
Et on remet une petite couche de qualification INS parce que, vous l'aurez compris, c'est quand même un élément extrêmement important et c'est vraiment la base de tous ces échanges avec le DMP. Pas de qualification INS, pas d'envoi de documents et toute la chaîne est un peu cassée. Donc, on l'a remis un petit peu là, même si c'est censé être déjà en place depuis un moment. Et donc, vraiment, tout ça ne fonctionnera bien que si cette préparation se fait avec les professionnels de santé, avec des présentations en CME, mais pas seulement des rencontres au plus proche de l'ensemble des médecins. Si vous avez des portes d'entrée dans les staffs médicaux, c'est vraiment là qu'il faut aller pour être sûr de vraiment aller discuter et puis après monter autant que possible des groupes de travail, des moments d'échange pour travailler sur chaque organisation qui n'est pas forcément identique d'un service à l'autre, ça on le sait tous, d'un pôle à l'autre. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit pensé de manière à obtenir des organisations qui soient le plus fluides possible quand on intègre, on intègre le numérique comme ça dans des pratiques qui n'étaient pas forcément entièrement numériques jusqu'ici. Et bien faire savoir ce qu'il y a dans cette vague 2, en fait, ce que ça apporte. Donc, on a un peu détaillé ici la partie chantier technique, ce qui nous semble vraiment primordial à anticiper le plus tôt possible côté technique, c'est cette authentification à double facteur parce qu'il y a des choix de solutions techniques à faire, ce que ça implique dans votre établissement. C'est des rappels, j'imagine que vous avez bien conscience de ça, qu'on doit avoir ce RPPS du professionnel de santé qui va permettre de passer dans les transactions d'appel au DMP. Un petit rappel, vous savez qu'il y a un programme HospiConnect qui est en cours, alors qu'il ne va pas au stade où il est pour le moment vous apporter toutes les réponses, mais il y a des expérimentations, des pilotes qui sont en cours et qui vont permettre au niveau hospitalier d'apporter progressivement dans les mois qui viennent des réponses sur quelles sont les modalités, les types d'authentification à double facteur dans des organisations différentes et comment ces solutions-là ont pu être implantées dans les établissements de santé. Avec un petit rappel quand même sur ces modalités, c'est que l'accès aux images via le projet la Dreambox qu'a mentionné Inès tout à l'heure se fait obligatoirement par ProSanté Connect. Donc, si votre choix de moyen d'identification à double facteur, c'est ProSanté Connect, vous n'avez pas forcément cette reconnexion derrière puisque si c'est en mode SSO, votre professionnel est déjà authentifié via ProSanté Connect. En revanche, si ce n'est pas le choix que vous avez retenu dans votre établissement, à chaque fois qu'un professionnel voudra se connecter à la Dreambox parce qu'il aura trouvé un compte-rendu d'imagerie dans le DMP et qu'il voudra aller voir les images et voir éventuellement s'il y a un pack chez vous, les récupérer, il devra impérativement se reconnecter, se réauthentifier via ProSanté Connect. C'est un petit détail qui n'en est pas un dans l'organisation et éventuellement qui peut avoir un impact sur vos choix de solutions internes dans votre établissement. Au niveau certificat, alors il n'est pas demandé de certificat spécifique, c'est-à-dire que dans ce que vous avez déjà mis en place pour envoyer vos documents au DMP, là je vois Laurent qui fronce ses sourcils, je ne vais pas dire de bêtises, vous avez déjà des certificats qui vous permettent d'envoyer les documents au DMP. Un signe et un authentification. Pour consulter les documents de mon espace santé, vous avez besoin du certificat hôte. Si dans votre architecture interne, le circuit qui est pris par le circuit de l'information elle-même, vous n'êtes pas obligé d'aller récupérer un certificat supplémentaire. Vous pouvez réutiliser. Ils sont mutualisables, les certificats. C'est juste que je voulais rappeler. Maintenant, si ce n'est pas le même circuit, vous allez en retirer un plus et puis vous l'installez dans l'architecture qui vous convient. Ça, c'est vraiment pour se caler à votre architecture de système d'information. C'est à vous de voir. Après, je reviens juste rapidement sur cette notion de finesse géographique, finesse juridique. Dans le cadre des exigences vague 2, les systèmes d'information des pays PFI des pays en l'occurrence qui génèrent toutes ces transactions, doivent transmettre dans l'appel au DMP, que ce soit dans la construction de ce qui est transmis en cas d'alimentation par un document ou que ce soit en consultation, transmettre le finesse géographique
du site du professionnel, en fait, hein, du rattachement du professionnel, qui soit envoie un document, soit fait appel, soit veut consulter le DMP. Jusqu'à avant la vague 2, on va dire, ou jusqu'à il y a quelques mois techniquement, mais peu d'éditeurs avaient implémenté cette nouvelle version. Le FINES devait être le même dans le certificat et dans les transactions d'appel ou de génération du document d'envoi au DMP. Dans le cas de la vague 2, les éditeurs auront l'obligation d'être homologués avec les transactions du DMP qui implémentent cette nouvelle fonctionnalité qui permet de différencier de finesse celui du certificat qui peut être au niveau juridique, sachant qu'ensuite, tout est envoyé, toutes les transactions sont générées avec le finesse géographique. Ce qui signifie que si vous avez des certificats au niveau finesse juridique, vous les gardez. Ils peuvent être mutualisés si ce n'était pas déjà le cas sur toute votre structure juridique, mais il y aura de toute façon, dans le cadre de la mise en place de la VA2, peut-être des paramétrages, voir comment votre solution fonctionne avec votre éditeur pour que ce soit bien le finesse géographique, dans tous les cas, qui parte vers le DMP. C'est perdu, Laurent ou... Non, c'est ça, c'est très bien, c'est très bien. Finesse géographique qui sera utilisé aussi bien au niveau de l'authentification, effectivement, comme tu as dit, avec l'utilisation de certificats juridiques, mais utilisé au niveau de ce fameux VIHF, ce vecteur d'identification, mais également, si on est dans le cadre d'une alimentation, qui sera positionné au niveau des métadonnées XDS, du lot de soumission, des documents. Comme ça, on aura une traçabilité complète sur le site géographique et c'est vachement plus sympa pour le patient déjà de voir de quel site géographique le document vient d'être alimenté et aussi en termes de statistiques, d'indicateurs pour les différentes rémunérations qui peuvent venir derrière. Ça sera beaucoup plus simple d'attribuer les bons documents au bon site géographique. Tout à fait. Voilà, donc pour finir sur les certificats, petit rappel, les contrats jusqu'à aujourd'hui sont signés, on signe un contrat pour un finesse. Donc si vous souhaitez changer vos certificats, réorganiser tout ça et que vous aviez jusqu'à présent des certificats au niveau finesse géographique, pensez à cette étape de signature d'un nouveau contrat avec l'ANS pour passer sur un autre finesse, notamment un finesse juridique. Si vous utilisiez des certificats qui s'appuient par exemple sur un finesse géographique du site principal, c'était toléré pour jusqu'à expiration du certificat. Attention, tout ce dont on vient de parler ne fonctionnera plus. Donc, c'est très important que vous ayez, dans ce cas-là, un certificat à l'avenir sur un finesse juridique. Sinon, en fait, deux finesses géographiques différents, ça passe pas. C'est un finesse juridique et les finesses géographiques rattachées. Voilà, il y a un guide sur les certificats qui redétaille bien les procédures et qu'on va aussi relire et bien dans lequel on va vérifier aussi bien redétailler ces évolutions-là d'ici la fin du mois. Il existe déjà, mais on va faire une petite actualisation d'ici la fin du mois. Et je ne reviens pas sur la partie simplifiée. Anne a bien détaillé toute cette partie. Sur la partie organisationnelle, alors, on en remet encore une couche sur l'INS, mais vraiment, vous comprenez que c'est le socle. Et on sait que c'est pas facile on a constaté dans beaucoup d'établissements, l'immense majorité, qu'il y a un plafond qui est difficile à dépasser et qui pourtant pourrait être un peu un facteur bloquant ou qui a un frein à cette consultation généralisée de ce qui pourrait se trouver d'intéressant pour soigner les patients dans mon espace santé. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. On sait aussi que dans certains établissements, ça a été organisé tout en backup et en désynchronisé, ce qui fait qu'on a des documents qui sont finalisés pour des hospitalisations très courtes, par exemple, voire de l'hospice de jour. Les documents générés pendant l'hospitalisation, ils sont finis alors que l'INS n'est pas encore qualifié. Et du coup, ils ne seront jamais envoyés à mon espace santé, sauf si on revient dessus, parce qu'ils ont été générés sans l'INS. Et du coup, ils ne peuvent pas partir. Donc ça, c'est important d'y penser dans les procédures, si elles devaient être améliorées, repensées, ou si vous cherchez. Dans tous les cas, il y a des ressources à votre disposition. Et puis, n'hésitez pas aussi à contacter les référents et vigilants
en région pour que ils puissent travailler avec vous. Et puis peut-être, voilà, quelquefois, il y a besoin de revoir un petit peu, vous appuyer un petit peu localement dans vos établissements. Et on est là pour ça. Et eux aussi, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. En termes d'organisation, également la partie information et opposition, puisqu'on l'a vu, on a eu quelques questions là-dessus. Qui le fait, à quel niveau, dans quel logiciel, c'est important, et si c'est fait dans la gamme, que ça passe bien dans le DPI. Et puis, voilà, si le patient s'oppose et qu'il dit ça aux admissions, s'il s'oppose à l'alimentation, derrière, il y a une notion de motif légitime. Il faut prévoir que ce motif légitime, c'est le professionnel de santé qui doit dire valider qu'il estime que c'est un motif légitime. C'est évidemment pas l'agent d'accueil qui serait dans votre circuit et éventuellement, enfin, agent d'accueil, admissionniste, personne qui fera la création du dossier à l'admission, qui a en charge de juger de ça. Donc, prévoir ce circuit-là également. On vous a remis ici les liens vers les documents, le référentiel DMP et les fondamentaux et principes de partage de données dont on ne vous a pas parlé jusqu'à présent dans ce webinaire, qui reprend en ligne de manière très ergonomique, enfin c'est un point de vue personnel, mais je trouve qu'il est pas mal, l'ensemble des éléments à connaître, qu'est-ce qu'on envoie, comment, à qui, que ce soit là aujourd'hui dans le cadre du DMP, mais on a aussi dedans traité la messagerie sécurisée de santé. On y a passé beaucoup de temps, il n'est pas encore complètement... enfin voilà, il y a tout le temps des mises à jour, des éléments où on se dit on pourrait en ajouter, on en a encore trouvé d'autres ce matin, mais globalement, il y a vraiment un peu de tout et ça doit vous aider non seulement à comprendre un petit peu ce qui est attendu, ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et puis, du coup, n'hésitez pas là aussi à nous remonter les questions que vous pourriez avoir pour lesquelles vous n'avez pas trouvé de réponse dedans. Soit on l'a mal écrit, soit on ne l'a pas encore mis et peut-être même des fois on l'a oublié, ce qui est possible, même si c'est rare. Et donc, dans ce cas-là, il faut bien sûr ne pas hésiter à nous en informer pour qu'on puisse corriger tout ça. Et puis, un webinaire là-dessus, je crois qu'Inès l'a mentionné tout à l'heure. Un dernier point qu'on vous a mis en visibilité là-dessus, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est évidemment l'organisation des services dans la préparation des dossiers, dans la récupération des éventuels documents, en tout cas, déjà voir ce qu'il y a, est-ce qu'il existe un DMP, est-ce qu'il y a des documents, quel type de documents, qu'est-ce qui pourrait avoir un intérêt dans la prise en charge du patient et qu'on voudrait aussi, parce que c'est pas parce qu'il a un intérêt qu'on veut le récupérer, mais on peut vouloir le récupérer ou pas pour l'intégrer et l'enregistrer dans le DPI, auquel cas il devient partagé à l'équipe interne qui prend en charge le patient. Et puis, bien sûr, dans vos communications avec vos partenaires, que ce soit les professionnels de ville, les structures hospitalières ou médico-sociales, puisqu'on est dans du partage de la donnée, ne pas hésiter à anticiper ou à continuer, en tout cas, ces modes d'échange pour se partager les données, s'informer que les données sont partagées, en fait. C'est surtout vers ça qu'on veut aller également. Voilà. Voilà, alors je ne vais pas détailler cette diapo, mais un petit mot pour vous dire, parce que c'est un dispositif qui est de plus en plus connu, mais parfois pas. Il existe des ambassadeurs en espace santé dans toutes les régions qui peuvent intervenir si vous voulez organiser une journée en espace santé au sein de votre établissement, à la rencontre des patients, à la rencontre des professionnels aussi, car tous les professionnels sont aussi potentiellement des patients. C'est bien, on a vu que ça aidait aussi beaucoup à impliquer les professionnels de santé dans l'utilisation, que ce soit en alimentation ou en consultation, de mon espace santé, quand on allait aussi un peu mieux les voir en tant que potentiels patients. On voit un petit peu, on a une meilleure adhésion à l'ensemble de ce système-là. Donc, n'hésitez pas à contacter votre ARS ou votre grade pour organiser quelque chose avec les ambassadeurs qui se trouvent proches de chez vous. Ils sont là pour ça et ça marche très, très bien. En général, on a de très, très bons retours de ce qui est organisé. Et là, je vais laisser Inès vous dire un mot sur l'expérimentation en cours, justement, sur la consultation en espace santé. Oui, donc effectivement, en parallèle, là, justement, pour préparer d'un point de vue, on va dire, organisationnel,
l'arrivée de la vague 2 en établissement, on a souhaité mettre en place une expérimentation autour d'un nombre réduit d'établissements qui se sont portés volontaires et d'ailleurs pour lesquels il n'y avait pas de financement. Donc voilà, je ne sais pas s'ils sont présents, mais s'ils sont là, un grand merci à eux. Et donc l'idée de cette expérimentation, c'est vraiment de développer les premiers usages de la consultation de mon espace santé, donc à travers l'usage du web PSDMP, vous l'avez compris aujourd'hui, et surtout d'apporter des retours de terrain opérationnels, organisationnels en matière d'accompagnement au changement, en matière de retour sur la sensibilisation de ce sujet auprès des professionnels de santé, mais aussi auprès des usagers, pour identifier en avance de phase, en fait, ce qu'on appelle les points durs, les irritants, pour pouvoir les instruire et produire en face des plans d'action qui faciliteront, du coup, on l'espère, la fluidification des fonctionnalités vague 2 à l'hôpital. Voilà. En termes de calendrier, donc cette expérimentation, elle est toujours en cours. Elle a débuté au mois d'avril et elle se clôturera au mois de novembre. Et donc, elle est réalisée conjointement avec les régions, que je remercie aussi si elles sont présentes aussi. Donc, les ARS, les grades et les CEPA, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, effectivement, en termes de pilotage, on met en place un maillage qui est hyper intéressant. Ce triptyque-là permet vraiment d'embarquer pleinement sous toutes ses dimensions le sujet Mon Espace Santé. Et on pense que c'est quelque chose, du coup, à reproduire aussi lorsqu'on sera dans cette phase de généralisation. Voilà. Donc, le dernier message sur cette expé, c'est de vous dire qu'on est à mi-chemin. Et donc, on organise un retour d'expérience intermédiaire mardi prochain, le 9 juillet, de 14h, il me semble, à 16h. Je vais en profiter pour remettre le lien sur la slide parce qu'effectivement, il n'y est pas, pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Et donc, dans le cadre de ce retour d'expérience intermédiaire, on fera intervenir un certain nombre d'établissements pilotes qui expliqueront pourquoi ils se sont embarqués dans cette aventure avec nous et les premiers enseignements qu'ils en tirent. Et donc, voilà, je pense que, voilà, en termes de préparation, c'est intéressant aussi pour vous de venir écouter ce qui se dit parce qu'on a tendance à identifier forcément les choses qui ne vont pas en première intention, mais il y a beaucoup de belles histoires et donc, du coup, voilà, on vous encourage à venir écouter ce qui se dira pendant ce webinaire. Et pour terminer, oui. D'accord. Voilà. Du coup, en fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué, mais avec voilà, Nolwenn et Clara, on a mis en place en fait un dispositif d'accompagnement vague 2 hôpital. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner au long cours sur la mise en place de cette vague 2. Et donc, là, maintenant, c'est de vous préparer au mieux à l'arrivée de cette vague 2 pour justement vous donner l'information nécessaire de compréhension du contenu de cette vague et puis vous donner aussi les points d'attention à préparer en avance de phase. Et donc, on a mis en place ce dispositif d'accompagnement qui propose divers services d'accompagnement qui prennent plusieurs formes. Et une des formes, ce sont les webinaires et donc les webinaires thématiques. Et donc, on a planifié un certain nombre de webinaires thématiques qui adressent les grands enjeux fonctionnels que je vous avais présentés en introduction. Et donc, les prochains webinaires avant la pause estivale, le prochain, c'est le 12 juillet à 14h. Et ça adressera la thématique messagerie sécurisée de santé avec le titre suivant, anticiper l'organisation des services, le choix des boîtes aux lettres MS Santé à implémenter. Et là, vous le verrez, il y a un vrai enjeu d'intégration des documents de la MSS via les DPI. Et donc, on mettra un petit peu l'accent dessus. Et puis, on prendra tous des vacances parce que je pense qu'on en a besoin. Et à la rentrée, on se retrouvera le 10 septembre où là, on vous représentera ce qu'on avait déjà fait au mois d'avril avant la publication, avant l'officialisation du lancement du dispositif. Où on représentera le dispositif Vague 2 dans son intégralité, donc les fonctionnalités Vague 2, le dispositif de référencement et le parcours également de financement. Et on repartira également dans une boucle après de webinaires thématiques où on adressera à nouveau les thèmes pour lesquels il nous semble important d'avoir un point d'attention. Voilà. Tous ces dates sont disponibles sur le site de l'ANS à l'adresse qui vous est indiquée sur la slide. Et on tâchera d'être efficace et de vous remettre rapidement tous les replays des webinaires qu'on a adressés sur les thèmes que vous voyez à l'écran.
Voilà. Merci Slide. Inès. Ouais, la dernière C'était- slide, c'est Non, le questionnaire de satisfaction. Ah oui. Où du coup, effectivement, c'est important aussi pour nous d'avoir votre retour sur ce qu'on vous propose pour pouvoir être dans une marge d'amélioration continue. Donc, voilà, ça prendra vraiment pas beaucoup de temps et ça sera fort de valeur pour nous. Donc, on va vous mettre dans le chat le lien. Mais n'hésitez pas, du coup, à répondre à ce questionnaire de satisfaction pour vous proposer des services encore améliorés, on l'espère. Je le cherche et je le mets tout de suite dans le lien. Normalement, il moi, était sur la slide. Bah oui, Je mais vais là, ouais, ma ouais, projection refuse de continuer. Pendant que tu le mets, je ouais. voulais répondre à une question que j'ai vue dans le chat sur la traçabilité des activités et l'authentification de PS qui travaillent dans plusieurs, au sein d'un GHT notamment, dans plusieurs sites géographiques ou juridiques qui se terminent par pas simple. Effectivement, mais en réalité, on est un professionnel qui travaille sur plusieurs sites ou sur plusieurs sites, personnes morales au sein d'un GHT, par exemple, plusieurs finales juridiques. Il est déjà avec plusieurs DPI différents, hein, c'est ce qui est aussi indiqué dans la question. Il a déjà une obligation de s'authentifier dans chacun de ces systèmes s'ils sont séparés. Et du coup, au niveau établissement, que ce soit dans un mode convergent GHT ou pas encore, il y a un système d'authentification qui de toute façon est mis en place. Et donc, ajouter le mode R à tout ça, c'est pas fort. Enfin, je veux dire, il y a un niveau de complexité dans la mise en place de l'authentification à double facteur dans un établissement. Si c'est un même PS qui va dans un établissement différent, bah, il doit de toute façon, et c'est déjà le cas aujourd'hui, s'authentifier de manière séparée dans l'un ou l'autre des systèmes d'information des différents sites dans lesquels il travaille. Donc là, ce sera la même chose, sachant que chacun des sites doit mettre en place cette double authentification et cette contractualisation R. Bah, il sera authentifié indépendamment dans chacun des systèmes, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est juste que, bah oui, voilà, ça. Autant de lieux d'exercice, autant d'authentification et de systèmes d'information, en fait. C'est surtout ça, autant de systèmes d'information, autant d'authentification. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'on vous a apporté des éléments de réponse qui vous permettront d'avancer. On reste à votre disposition. Nous sommes joignables de toute façon via les formulaires de contact sur les pages Ségur de l'ANS, derrière qui répond en général Inès et moi sur la partie hôpital. Et si on ne sait pas répondre, on s'adresse à Anne et Laurent qui sont nos experts sur ce domaine-là. Voilà, et puis n'hésitez pas à venir récupérer ces présentations dès lors qu'elles seront en ligne dans les jours qui viennent. Le temps qu'on corrige 2-3 coquilles, qu'on adapte, qu'on voit et qu'on vous mette tout ça en ligne. Thomas Obino, notre responsable, notre représentant de la com qui a enregistré cette séance, s'en occupe avec beaucoup d'efficacité. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Merci Nolwenn. Merci Inès. Prochaine. Merci, Nolwenn. Au revoir. Bye. Salut. Merci, Salut. au revoir.